Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. » Elle fait partie des femmes d'affaires chevronnées et inspirantes, dont la méritocratie par le travail s'impose comme une valeur cardinale. Cette semaine, à Diversité d'exception, nous vous présentons le portrait de Julie Dupuis. Bienveillante, intuitive, ambitieuse et dotée d'un potentiel humain innovateur, Julie Dupuis est douée d'un style de leadership avant-gardiste qui fait d'elle la maître dans l'art de bâtir les talents et de bien vivre. Depuis que je suis toute petite, j'ai vécu des choses difficiles. Bien entendu, plein de monde vivent des choses difficiles. Moi, ça a été un parcours qui a été quand même parsemé de beaucoup d'épreuves. Et puis, j'ai dû développer de la résilience avec le temps parce que si on veut être capable de survivre à ces événements-là et puis se lever et continuer de se battre, parce que des fois, oui, on doit se battre pour être capable d'avancer, j'ai développé cette capacité-là à me relever, à toujours être prête à affronter qu'est-ce qu'il y a devant moi. Donc, oui, ça me parle beaucoup. Pour tout dire, Julie incarne fièrement cette nouvelle génération d'entrepreneurs engagés qui ont une vision avant-gardiste dans ce monde en pleine mutation structurelle. Dans ma vie professionnelle, j'ai toujours dit oui. J'ai toujours dit oui. C'est pour ça que j'ai eu plein de belles opportunités, parce que j'ai toujours dit oui. Donc, et même si je ne savais pas comment j'allais le faire, je le faisais. Je sautais puis j'avançais. Mais il est arrivé un point dans ma carrière où est-ce que j'avais besoin d'expérimenter d'autres choses. J'avais besoin d'aider plus de gens. Donc, à l'intérieur d'une entreprise, on a notre carré de sable, puis à un moment donné, on est limité. Et il y a toujours une direction autour de nous. Il y a toujours des gens qui ont une vision, qui vont pas assez vite, selon moi, qui prennent pas les décisions, qui font pas du leadership courageux, qu'il y a plein de raisons pour lesquelles ces gens-là n'avancent pas. Et moi, je me suis dit, j'ai le goût, moi, d'avoir mon entreprise, mon équipe, ma vision, ce que je veux, comment on va le faire et d'aider les gens justement à passer par-dessus leurs barrières limitatives. Bien connue de l'écosystème entrepreneurial québécois, Julie Dupuis et son sens de l'analyse rationnelle et émotionnelle sont essentiels lorsqu'on parle de leadership au féminin, de leadership d'impact ou de performance. En fait, la femme entrepreneur a encore beaucoup de défis. Et c'est des défis, je veux dire personnels. C'est pas toujours le contexte, parce que moi, j'ai jamais senti dans la société que parce que j'étais une femme, j'avais moins ma place. Ce qui me sabotait, c'était ma perception de moi-même. Donc, si je m'assoyais autour d'une table avec des hommes entrepreneurs, moi, je me sentais diminuée. Mais c'était ma propre perception de moi-même. Donc, il y a du travail à faire chez l'estime de soi des femmes pour qu'elles puissent se sentir plus valorisées, mais ça commence par soi. On ne peut pas infuser ça à quelqu'un. On peut inspirer quelqu'un, mais on ne peut pas guérir son estime d'elle-même. Donc, les femmes entrepreneurs ont du travail à faire de ce côté-là et d'aller chercher aussi de demander de l'aide. Souvent, les femmes vont prendre sur leurs épaules tout, parce qu'on est des mamans, on est habitué de faire plein de choses en même temps, et on ne demande pas, on ne va pas demander. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on voit chez la femme entrepreneur. Et il y a des enfants aussi, donc il faut s'occuper de nos enfants. Et ça, encore aujourd'hui, en 2024, c'est la femme qui porte les bébés. Donc oui, le congé parental peut être divisé, mais nous, on est enceinte, on va prendre une pause, s'occuper de nos enfants. Moi, j'ai pas pris des très, très gros congés de maternité parce que j'avais la chance d'avoir ma mère qui s'est occupée des enfants, ce qui m'a permis de continuer ma carrière, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Confrontée à sa santé très fébrile dans son enfance, Julie trouvera son bonheur plus tard dans son parcours de développement en intelligence émotionnelle et en compréhension globale de l'énergie du corps humain. En fait, c'est ça le problème. Moi, j'ai fait plein de diplômes universitaires. J'ai jamais arrêté d'aller à l'école. Je vais encore à l'école aujourd'hui, donc je les accumule, les diplômes. Mais au début de ma carrière, ce que je voyais, c'était les systèmes. On nous enseigne les systèmes à l'école. Donc, les systèmes de gestion, les systèmes organisationnels et tout ça. Mais on ne nous enseigne pas les comportements humains.
Et on sait que la plupart des changements dans les organisations qui prennent place sont sabotés par les comportements humains. Et on continue de mettre l'emphase seulement sur les systèmes, les processus, etc. Donc, l'humain d'abord, c'est d'aider l'humain à se développer à l'intérieur de l'organisation. Donc, tu veux développer ton organisation, développe les gens à l'intérieur de l'organisation. Ils vont pouvoir mettre les systèmes en place et faire fonctionner les systèmes de façon cohérente. Donc, l'humain d'abord, c'est de dire aux dirigeants, arrêtez de juste penser au profit 2 minutes. Arrêtez de penser à l'optimisation, à la mécanisation, à l'intelligence artificielle, à la boîte, finalement. Hein? C'est le contenant. Tout à fait. Mais après ça, tu as le contenu. Ça prend des gens qui suivent. Ça prend des gens qui sont mobilisés. Et il y a des liens directs entre la productivité et le moral des gens. Et les statistiques au Québec, c'est assez alarmant du côté du bonheur au travail, du côté de la détresse psychologique au travail. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, moi, mon objectif, c'est de réveiller les dirigeants à mettre en place des bonnes pratiques pour que les gens soient bien au travail et puissent s'actualiser, puissent se développer. Loin de se victimiser, l'imperturbable leader va s'efforcer de maintenir une attitude enthousiaste face aux événements et d'apprécier les plaisirs de la vie. En fait, on choisit l'attitude avec laquelle on va aborder les choses à chaque jour de notre vie. Donc, quand on se lève le matin et qu'il y a tempête, et je parle pas de la tempête de neige du Québec. Surtout pas, c'est ça, ça n'a aucun rapport. Non, je parle pas de la météo. En fait, je parle de la tempête de la vie. Toutes les épreuves qu'on a à vivre. On perd notre emploi, on perd notre conjoint, il y a un enfant malade. En fait, tout ce qu'on va vivre, qui est une difficulté, on peut s'apitoyer sur notre sort. On peut se lever le matin et être une victime et dire pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je vis ça encore. Tu sais, dire c'est toujours... se lamenter. Oui, se lamenter. Bon, et moi, j'ai choisi de ne pas vivre comme ça. J'ai choisi de toujours être positive, sauf une journée par année environ. Où est-ce que je l'échappe comme tous les êtres humains? C'est quelle journée? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui va arriver à un moment donné. Et là, cette journée-là, quand ça arrive, j'arrive pas à briller, j'arrive pas à me sortir de cet état-là. C'est très rare, mais ça va arriver. C'est pour ça que je dis une fois par année. J'ai juste hâte d'aller me coucher le soir parce que je me dis, j'aime pas ça être dans cet état-là. Et je veux juste recommencer au lendemain pour me lever dans un autre état. Mais cet état-là, on le choisit. Donc aujourd'hui, quand quelque chose arrive, je me dis, OK, voici les faits. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quelle solution est-ce que j'ai? Comment est-ce que je vais me tourner pour justement faire qu'on va avoir un apprentissage de ça? Donc, je ne vois pas ça comme une épreuve, je vois ça comme un apprentissage aujourd'hui. Pour ses proches, Julie Dupuis défie à chaque fois les attentes et se positionne toujours sur son X. Pourtant, la vie ne lui a pas toujours fait de cadeau. En fait, ma mère, moi j'étais malade quand j'étais jeune, donc en partant quand tu as un enfant malade, l'esprit de maternité est encore plus fort. Donc ma mère, c'est elle principalement qui s'occupait toujours de moi jour et nuit. Oui. Et juste pour mettre en perspective, j'ai passé des années à l'hôpital de façon quotidienne, hebdomadaire. J'allais presque pas à l'école parce que justement j'étais souvent hospitalisée, donc je faisais de l'asthme chronique aigu, donc pneumonie chronique, bronchite chronique. J'étais dans des tentes d'oxygène, j'ai fait des arrêts cardio-respiratoires, donc c'était vraiment intense. Et puis ma mère était très protectrice de moi, bien entendu. Quand tu risques de perdre ton enfant, tu as ce désir de protéger qui est là. Mais éventuellement, la maladie s'est résorbée. À l'adolescence, ma mère était encore ultra protectrice. Et là, quand est venu le temps, justement, où est-ce qu'on commence à s'intéresser aux garçons et tout ça, mais là, ma mère aussi était très protectrice. Et j'ai compris, justement, assez, pas rapidement, parce que c'est pas quelque chose qu'elle m'a partagé rapidement, mais qu'elle avait vécu de l'abus dans sa jeunesse. Elle fait la mise à nu dans son livre « Fracasser des portes ». Elle va ainsi dénoncer l'hypocrisie, la lâcheté des familles et ce comportement hostile et vexatoire à travers plusieurs portes qu'elle présente avec brio. En fait, je peux juste parler de ma mère parce que je n'ai pas nécessairement l'accord des autres personnes pour pouvoir dénoncer d'autres personnes. Mais c'était mon grand-père qui est décédé aujourd'hui. Mais ce qui m'a outrée du moment où j'ai su ce qui s'était passé, c'était justement l'omerta. Donc, le fait que tellement de gens étaient au courant et personne n'a rien fait pour protéger ma mère ou protéger sa famille. Donc, et ça, aujourd'hui, en parlant avec plein de femmes de l'âge de ma mère,
Il y a plein de femmes qui se sont fait abuser par leur père, par leur grand-père, par leur oncle. Et c'était le même scénario. C'était accepté, c'était acceptable et les gens ne parlaient pas. Et pour couronner tout ça, tu as dit les familles protègent les abuseurs. Les familles protègent les abuseurs parce que dans la culture, c'était acceptable. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça a changé. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Et on a vu même avec Duplessis, là, les histoires d'orphelinat. Je veux dire, on en entend parler ces années-là au Québec. C'était comme ça. Et c'était accepté. Je raconte, en fait, pas juste l'histoire de mon grand-père. L'histoire de mon grand-père, ça met la table au fait qu'on part d'une culture où c'est acceptable. Mais ensuite, ça a été tout au long de mon adolescence, où est-ce que j'ai fréquenté des gens, des garçons, qui justement faisaient les choses de manière abusive. Et ensuite, dans ma vie adulte, où est-ce que j'ai vécu de la violence psychologique, où est-ce que j'ai vécu de la violence physique avec les gens que je fréquentais. Et même dans le milieu de travail, où est-ce qu'on m'a déjà dit: tu es une femme, tu devrais être chanceuse de gagner le salaire, tu devrais te sentir chanceuse de gagner le salaire que tu gagnes parce que tu es une femme. Donc, il y a tout un historique autour de la place des femmes. Puis c'est drôle parce que j'ai toujours dit que je n'étais pas féministe. J'ai toujours dit que je n'étais pas féministe. Tout à fait. Et je Mais me tu dis, défends les femmes. Mais je défends la justice, le sens de la justice. Qu'est-ce qui... L'équité, l'égalité, en fait, le respect. L'objectif de faire ce livre-là, c'était justement de pouvoir me montrer dans un angle de vulnérabilité. Parce que souvent, les gens qui m'entourent, tout comme toi qui m'as rencontrée, ont cette perception de penser que je suis une femme invincible, forte. J'ai souvent le mot une battante, une énergie de guerrière. Mais cette énergie-là, je l'ai bâtie. Je suis allée, dans le fond, vraiment... la bâtir d'année en année. Donc, j'ai voulu faire un livre et puis redonner à d'autres femmes qui peuvent aussi éventuellement se dire, bien moi aussi, je veux changer des choses, je veux aller atteindre mes objectifs et ces femmes-là ont peut-être besoin d'être inspirées, d'avoir des outils, de savoir que c'est possible. Donc, je me suis vraiment mise à nu dans ce livre-là et j'espère que ça va toucher le maximum de gens possible pour justement aider à cette belle cause-là. La vie professionnelle de Julie Dupuis est un grand succès. Adulée, elle rayonne par une belle carrière, avance et brille de mille feux. Contre toute attente, Julie Dupuis décide un matin de tout arrêter. Elle décide de briser les plafonds de verre et crée son complexe en 2017. On savait qu'on voulait un complexe parce qu'on voulait un endroit où est-ce que les gens allaient venir pour l'ensemble de leurs besoins de développement. Donc, notre rêve, c'est d'avoir éventuellement un centre en nature avec vraiment toutes sortes de ressources sur place, plus grand, dans l'innovation, pour justement vivre ces moments-là. Pour l'instant, on n'est pas rendu là, mais on a quand même des très beaux locaux sur la Rive-Sud de Montréal où est-ce qu'on reçoit quand même les gens. Mais dans le plan d'affaires, on ne savait pas comment appeler notre complexe. Donc, on l'appelait X. X pour inconnu, X pour tout le monde. X pour inconnu. X pour être sur son X. Mais là, éventuellement, on s'est accroché à ça, le complexe X. Puis là, on s'est dit, ben X, tu fais le choix. X, tu es sur ton X. X, c'est marquant, c'est la place d'un trésor aussi. C'est interpellatif aussi. Aussi, c'est la foi. C'est la foi, oui. Donc c'est venu vraiment nous chercher et puis c'est resté complexe X. On a toujours donné beaucoup d'argent, redonné à la communauté, donné à des organisations, des organismes. Ça fait partie de l'ADN de Complexe X que de redonner. Donc, on est proche des gens et on veut aider. Donc, pourquoi créer une structure avec un OBNL? On a voulu, en fait, encadrer le tout pour que ça puisse être fait de la bonne façon, mettre les énergies à la bonne place. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Complexe X Sérénité. Et l'objectif, c'est justement d'aller amasser des fonds et de pouvoir redonner à des maisons pour femmes, des ateliers que nous-mêmes, nos coachs à l'intérieur de Complexe X peuvent donner à des femmes qui ont des besoins. Donc, ça nous permet d'organiser des activités puis de pouvoir faire une différence dans la vie de ces femmes-là. Est-ce que tu es satisfaite de ça, là? Pas encore assez, parce qu'il y a encore tellement de travail à faire. Et puis, justement, c'est un travail de tous les jours. C'est un projet qu'on a commencé l'année dernière, donc c'est long de créer un organisme à but non lucratif. C'est long que de se faire reconnaître. C'est long de rejoindre tout le monde. Donc, le livre était un peu
là pour propulser et pour débuter cette collecte de fonds-là pour être capable de redonner de façon plus structurée, plus rapide. Mais c'est un effort de tous les jours. Elle concrétise son rêve de développer son entreprise pour faire rayonner le maximum de gens possible dans leur plein potentiel dans une approche à 360 degrés. Mon combat va durer toute ma vie, je te l'assure. Il y a des choses à faire. Et j'ai 2 filles. Donc, j'ai 2 filles et pour moi, je voulais donner ce modèle-là aussi à mes filles, d'être une femme forte, de dénoncer les choses, parce que ça m'a pris des années avant de dénoncer, des années pour me sortir de certaines situations moi-même. Alors, je veux pas que mes filles fassent ça, je veux pas que mes filles aient peur de parler, je veux pas que mes filles trouvent que c'est normal de se faire traiter d'une certaine façon. Et quand on vit de l'abus, on se rend pas compte que c'est de l'abus. Parce qu'on le vit tout simplement et ça devient une normalité. Pour avoir un autre regard sur notre invitée Julie Dupuis, cédons la place au miroir. Julie Dupuis, bonjour. J'ai écouté ton parchemin, tout ce que tu as vécu, tes déboires et tout. Et pour le moment, j'ai pu comprendre qu'il y avait des personnes qui t'ont marqué dans la vie. D'abord ta mère. Absolument. Et ensuite, dans l'aspect, le saut que tu as fait au niveau entrepreneurial, ton conjoint. Absolument. Et tu as aussi souligné l'impact que tes enfants ont dans ta vie. Alors, j'ai besoin que tu peux fermer les yeux si tu veux, que tu répondes à une question. Ta maman qui est en face de toi, penses-tu qu'elle soit fière de toi? Ah, mon Dieu, je pourrais pleurer quand j'écoute ça, absolument. En fait, ma mère est une personne extraordinaire, forte, battante, toujours là, toujours dévouée. Pour moi, ça a été un grand modèle. Quand je suis devenue maman aussi, je me disais, il faut que je sois une aussi bonne maman que ma mère. Je pense que je fais un bon travail aussi de ce côté-là. Mais est-ce que ma mère est fière de moi? Je pense que c'est ma fan numéro 1. Je pense que ma mère me suit partout. Elle assiste à tout. Elle est toujours à nos événements. Elle partage tout, en fait. Martin, qui s'occupe de nos réseaux sociaux, dit toujours « Ah, il y a ta fan numéro 1 qui clique le plus souvent sur tout, c'est une Linda Dupuis. » C'est ma mère. Donc oui, ma mère est fière de moi et je pense que ce qu'elle n'a pas pu faire, justement, et même avec le livre « Fracasser les portes », ça a été une forme de libération pour elle. Donc, et elle me l'a dit, tu sais, ça m'a enlevé un morceau, que tu puisses faire ça. Donc, j'ai comme l'impression d'avoir libéré un karma familial. En faisant ça. Donc oui, on est très connectés. Je pense que dans mes succès, elle vit son propre succès d'avoir pu me rendre à l'âge adulte avec les valeurs que j'ai aujourd'hui, puis cet esprit de guerrière que je porte en moi. Je parlerai aussi de la femme engagée que tu es aujourd'hui au niveau entrepreneurial. Tu transformes des vies. Tu transformes les vies des femmes entrepreneurs. Tu pousses des personnes à aller au-delà de leur zone de confort. Mais il faut comprendre que tout ce cheminement n'aurait pas pu être réalisé sans la présence de ton conjoint. Alors, imagine que tu sois en face de lui. S'il faille que tu lui passes un message, ça sera lequel? Mon Dieu, c'est vraiment... c'est dans l'émotion, hein, cette partie-là. En fait, mon mari, parce que c'est devenu mon mari... On s'est mariés en 2019, juste avant la COVID. On était chanceux. Mais il a vraiment changé ma vie parce que je ne voyais pas ce que j'amenais aux gens. Je ne voyais pas ce que je faisais et j'ai été dans une relation avant où est-ce qu'on me disait toujours « T'es pas si bonne que ça. Tu penses que t'es bonne, mais t'es pas si bonne que ça. » Je me faisais répéter ça toujours. Peu importe... les belles réussites que j'avais. Donc, ça me gardait toujours à l'intérieur de moi un manque de confiance. Je l'explique très bien dans mon livre aussi parce que justement, quand je parle d'harcèlement psychologique, une forme d'harcèlement psychologique, il y a beaucoup de personnes qui le vivent mais ne s'en rendent pas compte. Et ça, bien, ça tue tranquillement.
ça tue ta confiance et ça t'empêche de passer à l'action. Donc, mon mari, il m'a donné cette confiance-là. Donc, je ne pourrai jamais assez le remercier d'être dans ma vie, c'est vraiment, c'est mon soutien, c'est la personne à qui je peux tout dire, c'est la personne qui vraiment a fait toute la différence parce que je ne me serais pas lancée en affaires si lui n'avait pas été là. J'aurais pas eu le courage de le faire. J'étais dans mon bain, puis il a dit « Go, on le fait! » Puis moi, je disais « Mais comment je vais payer la maison? Comment je vais faire vivre mes enfants? Comment je venais de me séparer? » Puis il a dit « Go, on le fait! » Tu sais, c'est le moment de te lancer. Puis le fait que lui avait tellement confiance en moi, je me suis dit, si lui croit autant en moi, si lui voit tout ça à l'intérieur de moi, bien, je devrais être capable de le faire. Donc, ça m'a donné vraiment le coup de pied pour me mettre en action et y aller. Et encore aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais tous les jours, tous les soirs, j'ai son écoute, j'ai son soutien. Donc, c'est vraiment une personne extraordinaire pour moi dans ma vie que j'adore avec tout mon amour. Julie, on te reconnaît des succès fulgurants, on va le dire ça de cette façon. On parle du sommet du leadership au féminin. On parle de plusieurs prix que tu as pu décrocher comme ça au niveau de la Chambre du commerce et d'industrie du Grand Océan. On parle aussi de toi comme étant la vice-présidente de cette Chambre de commerce plus tard. On parle de Julie comme étant cette personne qui, à travers son centre de formation, offre des formations aux personnes à des prix dérisoires. On parle de Julie comme étant cette personne qui inspire du monde à travers les réseaux sociaux. Tout récemment, on a vu sur ton X qui est une autre créativité. Julie, face à ton miroir, qu'est-ce que tu t'es dit? En fait, je cherche à aider le maximum de gens possible, mais des gens qui veulent s'aider. Et la créativité, dans ce que je fais, j'adore mon travail. En fait, je me lève tous les matins, je suis contente d'aller travailler. Pour moi, c'est... Et entrepreneur, ça prend du temps avant de faire de l'argent. Fait que c'est pas une question d'argent. Souvent, on aurait fait plus d'argent d'aller travailler ailleurs que de partir à son propre compte. Donc moi, ça n'a jamais été l'argent qui m'a motivée justement à vouloir être entrepreneur. Mais cette possibilité que de pouvoir créer des événements, des situations, des formations, toutes sortes de situations qui fait que les gens évoluent. Et moi, ma paye, c'est de coacher quelqu'un et je termine un coaching avec une femme 2 ans plus tard et elle me dit « Julie, t'as changé ma vie ». Et c'est du coaching de gestion, mais cette personne-là a perdu 50 livres, s'est mis à bouger, a fait plein de choses dans sa vie, justement pour être plus équilibré. Et tout ça s'est passé à l'intérieur de nos coachings. Donc, moi, quand les gens me disent « Tu m'as permis de devenir une meilleure version de moi » et que je peux répliquer ça à 250 personnes, que je peux inspirer 1000 personnes, moi, là, je suis sur mon X. Au-delà des personnes, Julie, face à ton miroir, qu'est-ce que tu te dis à toi? Qu'est-ce que je me dis à moi? Modère-toi. Modère-toi, parce que les idées, la boîte à idées est toujours ouverte. Donc, moi, mon défi là-dedans, c'est justement de garder du temps pour moi, de garder du temps pour mon équilibre. Et en 2024, je me suis dit, là, Julie, on va trouver l'équilibre. On va trouver l'équilibre, on va trouver des loisirs, on va faire du sport, on va travailler moins. Donner moins, parce que je donne beaucoup pour les autres, et en garder un peu pour moi, pour créer cet équilibre-là. Donc, ça, c'est ce que je me dis. Julie, ta bienveillance, elle est débordante. D'ailleurs, tu es une personne qui écoute, qui accepte et qui partage. On l'a si bien remarqué aujourd'hui, dans l'entame, tu as parlé de complexe X, sérénité, mais aussi, tu as pensé aux personnes immigrantes. Tu es allée, tu as pris la décision de lancer complexe X immigration. Absolument. Pourquoi? En fait, il y a tellement de besoins pour les personnes immigrantes. Et il y a plein de gens qui arrivent ici et il y a tellement de ressources, mais en même temps, il n'y en a pas.
Donc, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de bureaucratie. C'est difficile d'avoir un endroit où est-ce que les gens peuvent se diriger et trouver des services qui vont les aider à se socialiser, à s'intégrer. Et depuis plusieurs années, avec Complexix, on a un volet francisation, on a un volet intégration interculturelle et on aidait beaucoup les personnes immigrantes. Mais on voyait toujours ce besoin justement d'avoir des gens qui les écoutent, qui les informent, qui les renseignent, mon Dieu, qui va les aider à passer à travers des périodes difficiles. Donc, encore une fois, on a voulu créer un OBNL pour ça, pour le faire de façon structurée, aller chercher des gens qui voulaient travailler pour cette cause-là, pour qu'on puisse aider dans l'intégration et la socialisation, mais dans un cadre communautaire. Donc, Complexix, si je retourne à la base dans notre premier plan d'affaires, c'est un écosystème. C'est un mode de vie qu'on veut créer, c'est une communauté, c'est pas juste une entreprise. C'est aider l'individu de façon générale à 360 degrés. Donc, c'est comme ça que toute l'équipe de Complexix s'est greffée. Et toutes les personnes qui travaillent chez Complexix et qui font partie de l'équipe, c'est toutes des gens de cœur. C'est des gens qui veulent aider, qui veulent transformer la vie des gens. Donc, ce côté de la diversité, pour nous, c'est devenu une mission de cœur. Et cela rime très bien avec tes actions sur le terrain, ton équipe et toi. Et on remarque d'ailleurs que tu as ce nouveau regard de l'immigration. Tu as reconsidéré les choses, tu as presque révolutionné cet aspect des immigrants, des OBNL et tout. Alors, Julie, j'imagine, ce n'est pas toujours rose. C'est pas facile parce qu'il faut rentrer dans les programmes, dans les structures, aller chercher du financement. Les gens ne te connaissent pas. Ça fait pas 1 an que tu es là. Après, ça fait pas 2 ans que tu es là. Il y a des gens qui sont déjà sur le terrain, qui n'aiment pas que tu déranges le système justement parce que ça dérange de faire différent. Mais nous, on fait différent parce qu'on regarde ce qui ne fonctionne pas et on essaie de faire des choses qui fonctionnent par des actions concrètes. Donc, pour nous, c'est moins de bureaucratie et plus d'actions sur le terrain. Donc, et moi, je suis bénévole dans cet organisme-là. Je ne fais pas partie du conseil d'administration, je ne fais pas partie des employés. Je suis vraiment là pour soutenir l'OBNL qu'on a fondé. Mais je vais toujours être là sur le terrain et je vais prendre les gens dans mes bras et je vais les dire de s'attacher. Je vais leur dire qu'on va faire le maximum pour les aider. Donc, on est sur le terrain avec eux pour essayer de faire avancer les choses. Au regard de tout ce parcours, au regard de tous ces exploits, au regard de toutes ces implications, Julie, si c'était à refaire, que ce soit pour Complexix, que ce soit pour Complexix Sérénité, que ce soit pour Complexix Immigration, que ce soit. Je n'ai aucun regret. Aucun regret. Je ne ferais absolument rien de différent, même là où je suis tombée, parce que c'est ce qui m'a permis de me relever et de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est avec nos erreurs qu'on apprend. Et les gens qui n'avancent pas, c'est parce qu'ils n'essaient pas. Et si on essaie, bien, des fois, on va se planter. Donc, ça fait partie de l'équation. Donc, je referai tout de la même façon. Je ne vois pas comment on pourrait avoir un résultat différent. Mais la chose qui est certaine, c'est que pour le futur, j'apprends de mes erreurs aussi. Donc, j'ai cette humilité-là que de regarder et dire « la prochaine fois, on va faire différent ». Mais je n'ai pas de regrets.